Salut mon cher ami, comment vas-tu cette semaine? Salut Didier, ça va super bien. Et toi, comment ça va? C'est la grande forme, je te remercie beaucoup. Alors, vous aurez deviné qu'aujourd'hui, on va parler plus d'accessoires que de whisky. Mettons que l'image vaut 1000 mots. Exactement. Alors, on a devant nous une série de verres utilisés lors de la dégustation du whisky. C'est certain, Camille, étant donné la quantité de verres qu'on a devant nous, qu'on ne pourra pas tous les tester. On voulait simplement peut-être vous les présenter. C'est ça, et voir un peu quel est le meilleur verre pour une dégustation de whisky, autant à la maison, autant des fois dans une distillerie, mais voir un peu lequel offre le meilleur qualité-prix, puis en même temps aussi le meilleur... La meilleure expérience. C'est sa meilleure expérience olfactive. Puis, dans le fond, ce qu'on va vouloir surtout déterminer, c'est à quel point la forme du verre va affecter l'exploration olfactive aujourd'hui. Parce que c'est important, c'est un élément important de l'expérience de dégustation. Puis, on s'entend que une fois en bouche, le whisky, peu importe le verre qu'on a pris, va goûter la même chose. C'est ça. La bouche ne change pas de forme. Oui, exactement. Exactement. Puis on va, comme on le mentionnait, se centrer surtout sur les verres qui sont privilégiés par les experts pour la dégustation de notre spiritueux. Si... Ouais, c'est le verre... Peu importe le verre, c'est un peu quelle expérience qu'on veut aller chercher, parce qu'il n'y a pas de police du verre en tant que tel quand on déguste un whisky, mais il y en a qui sont à privilégier, je crois bien, dans l'expérience de dégustation d'un bon whisky. Parfait. Alors, on y va. J'ai fait mon sign and rinse ce matin. Je suis prêt pour la dégustation d'aujourd'hui. La dégustation Olfactive. olfactive. Les narines sont prêtes. Ils ont l'air bien ouvertes. Alors maintenant, on va vous présenter le fameux tumbler. Un verre qui n'a plus besoin de présentation, que tout le monde a déjà vu au moins une fois dans sa vie. À la télévision. À la télévision ou dans des films où on voit quelqu'un se servir un whisky. La plupart du temps, ça ne sera pas dans un Glencairn, ça ne sera pas dans un Copita, ça sera dans un tumbler, qu'on appelle aussi le old-fashioned glass ou encore le rocks glass. Peux-tu nous en parler un petit peu, mon cher Camille? Montre-nous d'abord lequel des verres... C'est celui-là. Alors, tout le monde le reconnaît, probablement. Facilement remarquable par un grand verre, un gros verre à ouverture large et un fond plat. Mm-hmm. Très lourd en passant aussi. Une base très, très lourde. Ouais. C'est quand même assez stable, mais d'où vient ce nom-là? Tumbler, ça vient de la version anglaise to tumble, qui veut dire se renverser, culbuter, trébucher. Ouais. Alors, ben... Pourtant, c'est des verres stables. Ouais, mais au début, c'était un verre arrondi. Comme un ballon? Ouais, comme un ballon, et c'était pour... Excuse-moi, puis tu dis au début, on parle de quelle époque à peu près? C'est à peu près au 17e siècle. Oh, OK. C'est pas jeune, là. Ça date pas d'hier. OK. Et c'était en forme arrondie parce que il voulait que le monde le boive immédiatement. Sinon, si tu le mettais sur la table, ça se renversait. Clairement, je veux dire, c'était pas stable si c'était en forme arrondie. C'est ça. Ça veut dire que si tu voulais le déposer, il fallait que tu le boives. Et tu sais, dans ce temps-là, ça servait surtout à utiliser avec des eaux de vie, des vins fortifiés ou des liqueurs fortes. OK. Là, tranquillement, pas vite, ben, les verriers, ils ont dit ça n'a pas d'allure, là.
on va changer la forme du verre pour avoir un pied plus stable, un fond plat. Mais ça l'a donné ce genre de verre-là qui était vraiment là, qui servait, je te dirais, à boire. Oui, puis pour moi, c'est un verre américain. Es-tu d'accord? Ouais. Tu sais, dans les séries américaines de style comme Dallas, où on voyait JR se servir un verre de whisky américain. Mais en même temps, James Bond, c'est pas des verres comme ça aussi qu'on voit souvent prendre. Lui, il prend surtout des martinis. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un gars un petit peu plus fancy que JR. OK. Mais, mais c'est pour quelqu'un qui aime le whisky américain, les bourbons, des choses comme ça, tu mets 3-4 glaces là-dedans, tu sers ton whisky, tu cales ça, puis t'es pas là à chercher à renifler et à sentir. C'est pas un verre à dégustation. Non. C'est ça que tu es en train de dire? C'est un verre à déglutition. À déglutition. J'aime bien l'image. Mais aussi, tu l'as nommé, c'est les Américains. En tout cas, je sais pas si je dis pas une bêtise, là, aiment beaucoup leur whisky avec des glaçons. Ouais. Puis, comme le nom disait tantôt, un rocks glass, où c'est des verres qui sont conçus pour mettre 2-3 glaçons. C'est ça. Parce que le goût exige un peu. Je pense que le plaisir de brasser les glaçons puis d'entendre le ding 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 ding. Non, parce qu'ils ont tendance à le boire tout de suite. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont gardé, ils pensent que c'est un verre encore. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, quand c'est un verre, là, souvent, la personne rentre du bureau, ouvre sa carafe de whisky, 2-3 glaçons avec la pince, un petit peu, puis on cale. On cale. On cale. C'est pour une dégustation décontractée. Ma soirée commence de belle façon dans la détente. Ouais, c'est le matin aussi dans les séries américaines. Et comme tu l'as si bien dit, dans la déglutition et non pas dans la dégustation. Mais, tu sais, à la longue, ben, se sont aperçus que c'était pas des verres qui étaient adaptés pour la dégustation. Et c'est pour ça que ça va servir souvent avec les whiskies japonais, lourds. Mais les drinks aussi, les cocktails. Ouais, les cocktails. Les cocktails, là, comme un old fashion. C'est quelqu'un qui aime les glaçons, puis avec beaucoup d'alcool. Ouais. C'est le bon verre. Mais je vous dirais, tu mets ton nez dans le verre, là, et tu peines à sentir le whisky. Tu peux mettre le nez, la bouche. Ouais, tu peux plonger dans le verre si tu veux, tellement que... Mais... Ouais, puis si on compare au snifter, mais même si l'ouverture est peut-être un petit peu moins grande pour le snifter, on a quand même cet effet de colle rétrécissant dans la partie supérieure du verre, qui fait que là, on a quand même une certaine concentration là, des arômes, mais pas du tout dans le old fashion. Non. Puis avec la glace, encore moins. C'est ça. Un sacrilège de mettre ça avec un whisky écossais. Là. Alors, as-tu d'autres choses à ajouter, mon cher? Voici pour le tumbler, un peu qu'est-ce qu'on avait à dire là-dessus. Très intéressant, je te remercie beaucoup. Belle histoire. Alors, mon Didier, tu vas nous présenter un autre verre de dégustation un petit peu particulier, le Norland. Oui, un très beau verre que je vais vous présenter à l'instant. On va prendre quelques secondes, si tu veux bien, Camille, pour parler un peu de ce verre qui est tout dans l'innovation. En fait, c'est un verre tout récent qui a été créé autour de 2015 par un designer islandais qui travaillait qui a été engagé par une compagnie d'Édimbourg qui a voulu essayer de réinventer le verre de dégustation pour le whisky écossais. Puis, pour ce faire, ils ont collaboré plutôt ils se sont associés avec le maître distillateur que tout le monde connaît, Jim McEwen, qui était celui qui a contribué à la renaissance de Bruichladdich et, comme tu allais le dire, au succès de Bruichladdich. Une figure légendaire de l'île d'Islay, un monsieur super sympathique qui
lui a essayé d'amener, d'introduire, si tu veux, cette équipe qui cherchait à réinventer le verre, à introduire un peu les principes aérodynamiques puis perceptifs au plan olfactif. Donc, connaissant un peu comment l'odorat fonctionne puis sa relation avec le whisky, ben dans le fond, ils ont cherché à optimiser, si tu veux, ce nouveau verre pour l'expérience de dégustation. Ils ont voulu garder quand même l'essence même d'un bon verre de dégustation. Là. Oui, mais ça a été quand même, comment je dirais, il y a eu certaines controverses autour de ce verre-là parce que, bon, quand on parle whisky écossais, on parle respect des traditions. Et d'aller là, essayer de réinventer le verre à dégustation, ben, il y a des gens qui ont comme trouvé ça plus ou moins pertinent. C'est ça. Mais moi, je t'avoue, j'aime bien le résultat. Puis, pour vous indiquer vous indiquer un peu l'élément moderne de ce verre, ben, c'est un verre qui a été lancé grâce à une campagne de sociofinancement. Donc, ça montre à quel point on est dans quelque chose de récent là, comme forme de verre ou comme verre. C'est quoi la particularité de ces verres-là? Ben, moi, je les aime beaucoup. Je les trouve esthétiquement, dans le fond, j'ai peut-être pas fait mention de ça, mais ils ont voulu, à quelque part, amplifier l'expérience de dégustation, mais ils ont voulu faire de ce verre une pièce d'art. Okay. C'est une espèce d'hommage au whisky, hein, d'avoir un élément qui est esthétiquement agréable à tenir en main lors de la dégustation pour rendre hommage justement ou donner pour que ça puisse correspondre à la valeur du whisky. Bon. Ce qu'il y a de particulier pour répondre à ta question, c'est un verre sans pied, sans vraiment de base, là, comparativement au Glencairn où on a une base un peu plus massive et un Copita avec un pied fin. Là, on n'a pas de pied. Pour protéger le whisky de la chaleur de la main, on a ici un verre à double paroi. Donc, il y a comme une chambre d'air qui permet d'isoler le contenu. Du réchauffement. Là, tu vas sûrement te demander, ben ouais, double paroi fait que peut-être on a plus de difficultés à voir le whisky lors d'une analyse visuelle. En référence à la modernité de ce verre, c'est des matériaux nouveaux qui ont été utilisés dans la fabrication du verre qui permettent une plus grande minceur, mais aussi une plus grande transparence au niveau du verre. Donc, il y a cet élément un peu technologique là, au niveau de la verrerie. Et l'intérieur du verre reste quand même avec une forme de tulipe. Oui, exactement, un peu comme dans le Copita et dans le Glencairn. Donc, un élément qui va nous permettre de concentrer les arômes vers la sortie du verre, qui est toutefois beaucoup plus large. Ouais. Beaucoup plus large qu'un Copita ou qu'un Glencairn. Je dirais même assez large pour y ajouter des glaçons. Lors de la conception de ce verre, ils ont voulu, en quelque sorte, créer une sorte d'hybride entre un Glencairn et un tumbler, qui est ce grand verre, le cristal qui sonne, hein? Ce grand verre-là qu'on utilise là, avec les whiskies américains. Surtout. Et dans lequel on peut y mettre des glaçons. Un peu comme celui-là, on voit que l'ouverture est quand même assez grande, donc il y a possibilité d'y ajouter un glaçon, d'ajouter un glaçon au verre. Donc, c'est aussi la particularité, puis c'est un peu un des éléments qui a suscité une controverse en disant que ouais, mais c'est pas un verre pour la dégustation du whisky
écossais. Non, parce que tu mets pas de glaçons. Tu mets pas de glaçons, puis l'ouverture est beaucoup trop large. Ouais. Mais, je vous dirais, au nez, effectivement, peut-être que il respire un petit peu plus. Oui, l'ouverture étant plus ouverte, j'ai pas nécessairement cette concentration là, des arômes à la sortie du verre, mais étant donné que c'est une forme hybride entre le tumbler et le Glencairn, je peux vous dire que c'est pas un verre qui est trop ouvert, disons-le comme ça. Ben, pour un whisky qui est à la force brute du fût, ça pourrait être bien justement pour laisser sortir l'alcool un petit peu. Très, très bonne remarque. Très, très bonne remarque. Puis souvent, on va reprocher à des verres comme le Copita d'avoir une ouverture pas suffisamment grande pour approcher le nez ou entrer le nez dans le verre. On n'aura pas ce problème-là avec le Norland. Ouais, ça prendrait un gros nez pour le boucher. Il faudrait vraiment être bien équipé. Mais j'aime beaucoup l'esthétique de ce verre. Puis je vous dirais peut-être que moi, le reproche que je peux faire à ce verre par rapport... Il y a deux éléments qui me dérangent un peu, c'est la grande ouverture, mais aussi on dirait que je suis habitué avec les Glencairn là, de jouer avec mon verre, ouais. Puis de pouvoir analyser. Là, j'ai l'impression que j'ai peur d'échapper un peu le verre. J'ai une moins bonne prise. Ouais, t'as toujours un doigt quelque part là, qui veut te boucher la vue. Oui, mais c'est ça, j'ai comme une moins bonne prise. Puis effectivement, visuellement, il y a un doigt qui peut me cacher. Mais c'est des verres qui sont soufflés à la main aussi, de façon artisanale. Oui, effectivement. Un des prix quand même beaucoup plus élevé. Oui, parce que sont faits de façon artisanale, ça veut dire qu'on va payer un petit peu plus cher. Puis c'est vraiment, là, on est rendu à une gamme de prix hautement supérieure par rapport au Glencairn ou au Copita. Alors voilà, c'est notre tour d'horizon pour le Norland. Nous voici rendus au dernier verre de dégustation, mon Didier. Alors, présente-nous ce beau verre-là. Ben, en fait, le verre que je veux vous présenter est le verre Peugeot. Un verre que peu de gens connaissent. Là, il fait partie de la collection des Impitoyables. Peugeot est effectivement la compagnie qui construit des voitures. On ne pas confondre. Non, mais c'est la même compagnie, sauf qu'ils ont une division spéciale pour la conception de verres, comme ça, dont ce verre à whisky unique. Bon, c'est un verre tout récent, un peu comme le Norland. C'est 2015. Donc, c'est un verre qui a peine 10 ans. Et un peu comme le Norland, on a voulu réfléchir à essayer de trouver une nouvelle façon d'enrichir l'expérience de dégustation du whisky. On a réfléchi et on a voulu aussi, dans cette réflexion, concevoir un verre un peu passe-partout. C'est-à-dire qu'un verre qui pourrait servir pas uniquement aux amateurs de whisky écossais, mais aux amateurs de whisky américain, japonais, mais aussi aux amateurs de d'autres spiritueux comme cognac, armagnac et autres liqueurs. Donc, c'est un verre un peu passe-partout. Ce qu'il y a de particulier dans ce verre, c'est sa base glacée, une base métallique qui permet un refroidissement du contenu quand même assez significatif. Là. Environ de combien de degrés? Ben, écoute, on a pris quelques mesures tantôt. On est parti d'un whisky qui était à 25 degrés Celsius parce qu'on est dans une pièce avec l'éclairage. Puis il fait chaud. Il fait chaud. À l'aide de la base, on a descendu d'une dizaine de degrés environ. Bon, on est rendu environ à 15 degrés Celsius. 15 degrés Celsius. Donc, pour les gens qui aiment vraiment boire un spiritueux frais. Oui, disons frais plutôt que froid, tu as raison. Sans tomber dans le piège de la dilution
avec les glaçons. C'est ça. Donc, de préserver l'intégralité du whisky pour essayer de pouvoir savourer au maximum l'expérience de dégustation, puis d'avoir la possibilité de savourer ce whisky À l'état pur. à l'état pur. Exactement. Merci de me donner les mots. C'est rare que ça arrive. Oui, c'est rare, mais là, on dirait que la chaleur, peut-être, là. Donc, Mais il y a une forme particulière. il y a une forme particulière. Si on regarde la base, là, il y a comme une espèce de socle intérieur qui permet justement au liquide d'avoir un meilleur contact avec la base glacée que peut-être important de mentionner. Là, on a laissé au frigo pendant un bon 4 heures. Au congélateur, oui, pardon. Un bon 4 heures. Mais la particularité de ces verres-là, c'est qu'il y a un petit dôme central. Oui, et là, comme on voit ici, je peux rentrer mon doigt, là, la partie métallique va s'insérer dans ce socle intérieur, va permettre à une plus grande surface de liquide d'être en contact avec la base métallique pour faciliter le refroidissement. Mais il y aurait aussi des avantages, dit-on, au niveau du contrôle de l'évaporation des vapeurs qui peuvent souvent comme rendre un peu plus désagréable l'expérience olfactive. Surtout les vapeurs éthyliques qui vont s'évaporer beaucoup plus rapidement avec la chaleur, mais étant donné qu'on refroidit, ben ça va aider à justement conserver ces odeurs éthyliques un petit peu plus. Puis essayer de mettre en valeur les valeurs peut-être un peu plus subtiles du whisky en atténuant celles de l'alcool. Ouais. Un peu comme on le fait quand on ajoute un petit peu d'eau à notre whisky. L'objectif de tout ça, c'est d'essayer de permettre à des arômes ou à des saveurs un peu plus timides d'avoir une place. Sortir de puis, ben oui, ou de mettre de côté l'aspect de l'alcool pour mettre en valeur justement ces arômes et saveurs cachées. Pour ceux qui sont habitués à boire un whisky avec des glaçons, le glaçon là, on a une perte de 10 degrés ou une réduction de 10 degrés du whisky avec cette base glacée. Quand on parle de glaçon, là, on va descendre encore plus bas en termes de température du liquide. Et on va diluer le liquide aussi. C'est l'inconvénient, mais pour quelqu'un qui souhaite boire quelque chose de vraiment froid, les glaçons vont faire... on va avoir un meilleur résultat avec les glaçons qu'avec cette base glacée. Donc, on va peut-être aller chercher un 5-8 degrés supplémentaires. Là. On va se rapprocher, on va être en bas de 5. Là, on descend à 15 degrés Celsius. Pour les puristes un petit peu plus, là, que non, on ne met pas de glaçons avec un whisky écossais, ben cette base refroidissante va faire très bien la job. Oui. On s'entend que c'est un verre de luxe. Oui, qui n'est pas donné. Parce que, qui n'est pas donné, autour de 60$. Environ 60$. Si vous le pognez en spécial, ça peut être un petit 50$. Oui. Puis c'est sûr que j'aime bien. Bon, ils ont quand même eu le souci là, de créer un élément de rétrécissement là, au niveau de l'ouverture du verre. Donc, je vais être en mesure, là, comparativement au tumbler, de mieux percevoir les arômes. Je dirais que c'est peut-être l'équivalent là, d'un snifter là, en termes d'ouverture, de diamètre d'ouverture. Oui, un petit peu plus grand. L'inconvénient, c'est que dès que je prends le verre en main, ben, je vais réchauffer les parois du verre. Donc, par conséquent, les gains que j'ai faits au niveau avec l'utilisation de la plaque refroidissante, ben, je vais remonter la température de mon whisky parce que j'ai pas des glaçons, comparativement aux glaçons qui vont rester à l'intérieur du verre. Là, la base glacée reste sur la table. La base se réchauffe quand même facilement. Oui, hein? Déjà. Hein? Oui, c'est ça. Ça fait quand même pas si longtemps qu'on l'a sorti du congélateur. Là. Mais esthétiquement, je pense que c'est un
produit, un beau produit. Ouais. Quand même un verre soufflé. Oui. Puis qui est un peu artisanal. Effectivement. Oui. Mais qui est un petit peu moderne, avec sa base en cuir et sa base en métal refroidissant. Oui. Puis il y a un souci d'esthétisme, là. Je veux dire, c'est un verre qui a vraiment une belle forme, qui a vraiment... avec la plaque métallique, puis aussi, on a un petit rond en cuir, là, pour ajouter à l'élégance. C'est ça. Donc, intéressant. C'est pas un verre que personnellement je privilégierais, mais une fois de temps en temps. Il y a un attrait. Ouais. Ça fait parler, comme on dit. Hein? En tout cas, c'est de s'en servir à bon escient. Et ça ne veut pas dire que ça va être un verre que vous allez utiliser à tous les jours. C'est sûr que dans la gamme des verres qu'on vous a présentés, ce qui reste, c'est le Glencairn qui est le mieux. Et les Copita. Et les Copita qui sont les mieux placés pour la dégustation. Mais pour un verre Peugeot qui sort de l'ordinaire, qui est un peu cher, mais qui est comme un peu fashion dans une collection. Oui. C'est pas... on s'en cachera pas. L'aspect visuel d'avoir un coin verri dans une collection de whisky, ça a son charme quand même. Aussi. Puis, vous savez, les bouteilles de whisky sont de plus en plus dispendieuses. C'est de plus en plus gênant de demander à ses proches ou à sa famille ou à ses amis quand on nous pose la question « Quel cadeau aimerais-tu avoir pour Noël ou pour ta fête? » C'est un peu plus gênant parce qu'on s'entend que les bons whisky sont de plus de 100$ pour la plupart du temps. Alors que se faire offrir un verre comme ça... Ou un ensemble de verres. Un ensemble de verres, ben on va être dans des prix qui vont être inférieurs à 100$. Hein, on parlait de Glencairn à 10$. Puis là, on parle... Le Copita qui est à environ entre 17 et 20$. Le Peugeot à 50-60$. Puis je dirais, pour le Norland, on parle de 40 à 50$. T'sais? Puis un snifter, ben ça dépend. Ça peut être pas cher, ça, parce que c'est assez commun. Ouais. Donc, c'est comme une alternative sur votre liste de cadeaux d'avoir le choix de verre. Puis c'est un peu ça qu'on a voulu faire, Camille et moi, aujourd'hui, c'est de vous donner un tour d'horizon. Un aperçu des différents verres qui est utilisé pour la dégustation. Et nous, ça nous a fait un grand plaisir de vous présenter les verres que nous avons, qu'on utilise pour faire les dégustations. Et si vous avez aimé cette vidéo et cette présentation, n'oubliez pas de nous encourager en appuyant sur le petit pouce dans les airs. Et surtout en vous abonnant à la chaîne, parce qu'il y a encore beaucoup de premiers... de gens qui découvrent notre chaîne, puis qui commencent à suivre notre chaîne, mais ne s'abonnent pas nécessairement. Donc, nous, ça serait vraiment intéressant pour donner encore plus de momentum à nos efforts, puis au développement de Whisky et Compagnie, de vous avoir comme nouvel abonné. Ça nous fait toujours plaisir. Toujours plaisir. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur ces beaux verres qu'on a devant nous, on vous invite à aller faire un tour sur notre site web à whiskycompagnie.com. Alors maintenant, c'est go, on peut finalement goûter à notre whisky en conclusion à cette belle émission sur les verres à whisky. On vous remercie et soyez de retour pour une prochaine émission avec Whisky et Compagnie. Santé tout le monde! Santé! Santé mon cher Camille, bonne dégustation!